Nolan Granger s'essuya les mains avec un chiffon rouge, le même qu'il utilisait depuis 15 ans dans son garage. L'horloge au-dessus de son établi indiquait 16h30. Tôt pour lui, mais Laurel avait mentionné vouloir parler ce soir. Quelque chose à propos de leur avenir, avait-elle dit au petit déjeuner. Il ferma la porte métallique du garage Granger, la porte métallique claquant derrière lui. Le bouquet de roses blanches était posé sur le siège passager de son pick-up, les préférés de Laurel, même si elle souriait rarement lorsqu'il les apportait désormais. Le trajet dura 12 minutes à travers les rues résidentielles tranquilles de Tacoma. Les enfants jouaient sur les trottoirs tandis que leur mère les observait depuis leur Porsche. Des familles normales vaquaient à leurs occupations normales. Nolan gara son allée derrière la Honda argentée de Laurel. Elle était rentrée, ce qui le surprit. D'habitude, elle passait ses après-midi à la salle de sport ou à faire les magasins avec sa mère. De la musique s'échappait de la fenêtre de la chambre à l'étage. Du jazz doux, le genre de musique que Laurel écoutait pour se détendre. Nolan attrapa les roses et se dirigea vers la porte d'entrée, les clés tintant dans sa main calleuse. La maison sentait son parfum et une autre eau de Cologne qu'il ne connaissait pas. Une eau de Cologne masculine. Son ventre se serra, mais il réprima cette sensation. Laurel avait des amis masculins du salon où elle travaillait. Rien de mal à cela. Il monta l'escalier recouvert de moquettes, la musique devenant plus forte. La porte de leur chambre était entr'ouverte. Nolan la poussa plus largement et entra. Laurel était allongée nue sur leur lit, ses longs cheveux bruns étalés sur l'oreiller qu'ils avaient acheté ensemble 3 ans plus tôt. Un homme se déplaça au-dessus d'elle, son dos musclé luisant de sueur. Kellen Drapé, le coach sportif dont Laurel avait parlé à plusieurs reprises. Celui qui l'aidait à atteindre ses objectifs de remise en forme. Ils ne le virent pas. Les yeux de Laurel étaient fermés, la bouche ouverte par un plaisir que Nolan n'avait pas vu depuis des mois. Kellen murmura quelque chose qui la fit rire, un son léger et heureux qu'elle n'avait plus jamais fait avec Nolan. Nolan déposa les roses sur la commode sans faire de bruit. Il se retourna et sortit de la pièce, descendit l'escalier et franchit la porte d'entrée. Ses mains ne tremblaient pas. Sa respiration restait régulière, mais quelque chose de froid et de définitif s'installa dans sa poitrine comme un morceau de glace qui ne fondrait jamais. Il resta assis dans son camion pendant 5 minutes. Fixant la maison pour laquelle il avait travaillé 2 fois plus pour acheter la maison où sa femme couchait avec un autre homme dans le lit où ils avaient couché ensemble pendant 7 ans. La porte d'entrée s'ouvrit, Laurel apparut, vêtue de sa vieille chemise en flanelle, les cheveux en bataille. Elle regarda frénétiquement autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive son camion. Nolan. Elle courut vers lui, pieds nus, tapant sur l'allée en béton. « Attends, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. » Il démarra. Nolan, arrête. Elle attrapa la poignée de la portière tandis qu'il reculait. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Il démarra, la laissant plantée dans l'allée, et ne se retourna pas. Nolan revint 2 heures plus tard avec Seth Carroway, son employé de 26 ans, devenu comme un petit frère ces 3 dernières années. Seth avait insisté pour venir après que Nolan lui eut raconté ce qui s'était passé. « Vous êtes sûr de ça, patron ?» demanda Seth en arrivant à la maison. « Vous devriez peut-être attendre demain. Réfléchissez Y. J'y ai déjà réfléchi. » La voix de Nolan était impassible. Elle fit son choix. La Mustang rouge de Kellen garée dans l'allée, à côté de la Honda de Laurel. Le type avait eu du culot de rester après s'être fait prendre. Ils franchirent la porte d'entrée. Laurel était assise à la table de la cuisine, toujours vêtue du t-shirt de Nolan. Kellen se tenait derrière elle, une main sur son épaule, comme si elle lui appartenait désormais. Nolan, Dieu merci. Laurel se leva, les larmes aux yeux. J'étais si inquiète. Il faut qu'on en parle. Tu ne comprends pas. Moi, je comprends bien. La voix de Nolan resta calme, posée. Je comprends que tu m'aies menti. Je crois comprendre que tu l'as amené chez nous, dans notre lit. Ce n'est pas si simple. La voix de Laurel se brisa. Tu as été si distante ces derniers temps, à travailler tout le temps, sans jamais me parler. Je me sentais si seul, alors tu as décidé de le baiser. Nolan regarda Kellen. Depuis combien de temps? Kellen s'avança, le torse bombé. Écoute, mec, ce sont des choses qui arrivent. Laurel avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner ce qu'elle n'avait pas à la maison. 2 mois, murmura Laurel.
Ça a commencé il y a 2 mois. 2 mois. Pendant que Nolan faisait des heures supplémentaires pour économiser pour les vacances qu'elle désirait, pendant qu'il prévoyait de lui faire la surprise d'une cuisine rénovée qu'elle réclamait. Je veux que vous partiez, dit Nolan à Kellen. Tous les deux ce soir. C'est aussi ma maison, dit Laurel, ses larmes s'arrêtant. Mon nom est sur l'acte de propriété. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. Regarde-moi. Kellen se rapprocha. Essaie de l'intimider avec son mètre 80 et ses muscles musclés. C'est peut-être toi qui devrais partir. Mécano. Laurel mérite mieux qu'un mécanicien qui rentre sale tous les soirs. Cette s'avança, mais Nolan leva la main pour l'arrêter. Mieux? Nolan regarda sa femme. C'est ce que tu penses? Que tu mérites mieux que moi. Le silence de Laurel était une réponse suffisante. Eh bien, tu as peut-être raison. La voix de Nolan n'a jamais dépassé un volume normal. Peut-être que tu mérites mieux. Peut-être que tu mérites quelqu'un qui te ment, qui te trompe, qui t'utilise jusqu'à ce que quelque chose de nouveau arrive. Ce n'est pas Laurel qui a commencé. C'est exactement ce qu'il fera. Nolan se tourna vers Kellen. Combien d'autres femmes baisses-tu pendant que tu es avec ma femme? Le visage de Kellen rougit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je connais des mecs comme toi. J'en ai côtoyé toute ma vie. Tu veux ce que tu ne peux pas avoir avant de l'avoir. Et puis tu veux autre chose. Tu es juste amère parce qu'elle m'a choisi, dit Kellen. Parce que je peux la satisfaire comme tu ne pourrais jamais le faire. Les mots restèrent en suspens 3 secondes avant que le poing de Nolan ne heurte la mâchoire de Kellen. Le coach sportif s'écroula lourdement, sa tête rebondissant sur le carrelage de la cuisine. Du sang coula de son nez tandis qu'il gémissait et roulait sur le côté. Nolan. Laurel tomba à genoux à côté de Kellen. Tu aurais pu le tuer. J'aurais peut-être dû. Seth Sifledousement. Patron, on devrait y aller. Nolan baissa les yeux vers sa femme, berçant la tête de son amant surcé. Genou. Ce spectacle le frappa, non pas de jalousie, mais de dégoût. C'était ce que signifiait pour elle 7 ans de mariage. Je reviendrai chercher mes affaires demain, dit-il. Trouve un autre endroit où aller quand je le ferai. Nolan se rendit au Rothaus Bar, à la sortie de la ville, un endroit où les mécaniciens et les ouvriers du bâtiment venaient boire pour oublier leurs problèmes. Seth le suivit dans son propre pick-up, inquiet de laisser son patron seul, alors qu'ils étaient là depuis 1 heure. Lorsque la Mustang de Kellen vrombit sur le parking, le coach sportif en sortit en titubant, le nez bandé et les 2 yeux déjà noirs. Laurel descendit du côté passager et l'attrapa par le bras. Kellen, ne fais pas ça. Rentrons à la maison. À la maison. Kellen la repousa. Ce salaud m'a humilié devant toi. Personne ne me fait ça. Ils entrèrent par la porte d'entrée du bar. Les conversations s'arrêtèrent, les autres clients remarquant la tension. Kellen se dirigea droit vers la table de Nolan. Tu m'as mis un coup de poing, espèce de lâche. Kellen baissa légèrement la voix. Il avait bu. Lève-toi et bats-toi comme un homme. Nolan but une gorgée de bière. Rentre chez toi, Kellen. Tu te fais honte. Je me fais honte. Kellen rit. C'est toi dont la femme avait besoin d'un vrai homme pour la satisfaire. Seth s'apprêtait à se lever, mais Nolan l'attrapa par le bras. Non. C'est vrai. Kellen dit, cache-toi derrière ton petit ami, comme tu te caches derrière tes outils, au lieu d'affronter la réalité. Laurel faisait semblant avec toi depuis des années. Nolan termina sa bière et posa la bouteille vide sur la table. Il se leva lentement, sans quitter Kellen des yeux. Tu veux te battre? D'accord. Door. Le bar se vida tandis que les clients les suivaient sur le parking. Laurel essaya d'arrêter Kellen, mais il la repoussa. Kellen, s'il te plaît, supplia-t-elle. Tu es Saul. C'est stupide. Tais-toi, Laurel. La voix de Kellen devint désagréable. Je m'en occupe. Sa façon de lui parler comme si elle était sa propriété fit craquer quelque chose en Nolan. Pas de jalousie, mais un instinct protecteur. Même après ce qu'elle avait fait, il ne supportait pas qu'on la traite comme une ordure. Ne lui parle pas comme ça, dit Nolan. Je lui parlerai comme je veux. Elle m'appartient maintenant. Kellen frappa le premier. Un coup de poing sauvage que Nolan esquiva facilement. 15 ans de travail physique avaient donné à Nolan une force que les muscles du gymnase ne pouvaient égaler. Son uppercut toucha Kellen au plexus solaire,
le pliant en deux. Un coup de genou au visage le projeta à l'étalage. Reste à terre, prévint Nolan, mais Kellen se releva, le sang coulant de sa bouche. Tu crois avoir gagné. Je baise ta femme depuis 2 mois. Elle m'a raconté des choses sur toi. Que tu es ennuyeux au lit. Qu'elle simule chaque orgasme. Qu'elle regrette de s'être mariée au-dessous d'elle. Chaque mot était tranchant. Une lame. Mais l'expression de Nolan ne changea pas. Tu as fini? Elle est à moi maintenant. Tu ne la toucheras plus jamais. Kellen attrapa le bras de Laurel et la tira vers sa Mustang. Elle regarda Nolan avec une pointe de regret dans les yeux, mais elle ne résista pas. Où vas-tu? Hila Nolan. Quelque part où tu ne nous trouveras jamais. Kellen cria en retour. Considère ça comme ma démission de ta pathétique petite ville. Ils quittèrent le parking en trombe, pneus crissants. Nolan resta là un moment, à digérer ce qui venait de se passer. Sa femme était partie. Vraiment partie avec un homme qui la traitait comme une possession. Chef. Seth S. approach of prudiment. Ça va? Je dois les suivre. Pourquoi? Laisse-les partir. Elle a fait son choix. Elle est ivre. Il est ivre et il est en colère. Nolan se dirigea vers son camion. J'ai vu ce qui arrive quand des hommes en colère et ivres conduisent des voitures rapides. Seth monta sur le siège passager. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'assurer qu'elle ne se fasse pas tuer. Nolan suivit les feux arrière de la Mustang dans les rues adjacentes de Tacoma. Kellen conduisait comme un fou, grillant les feux rouges et prenant les virages trop vite. La Mustang se dirigea vers l'autoroute qui menait à la sortie de la ville. Point sur la bretelle d'accès. Kellen accéléra, essayant de ne semer personne. Le compteur de vitesse dépassa les 80, puis les 90. D'autres conducteurs firent des embardées pour éviter les bolides. Vous allez tuer quelqu'un, dit Seth en agrippant le tableau de bord à un demi-tour qui s'engageait sur la voie de droite devant eux. Kellen fit une embardée pour doubler sur le bas-côté, mais surcorrigea. La Mustang heurta le pare-chocs arrière du camion et partit en tête à queue. Nolan freina, mais pas assez vite. Son camion percuta la Mustang en tête à queue, envoyant les 2 véhicules rouler sur le talus au bord de l'autoroute. Le monde bascula. Le verre vola en éclats. Le métal hurla contre le trottoir. Puis le silence. Nolan, la ceinture de sécurité à l'envers, saigna d'une coupure au front. Il sentit sa poitrine se serrer. Comme si quelqu'un l'avait transpercé d'un clou. Seth gémissait à côté de lui, conscient, mais blessé à 50 mètres. La Mustang était couchée sur le toit. De la vapeur s'échappait du moteur. Nolan voyait du mouvement à l'intérieur. Quelqu'un était vivant, il essaya de détacher sa ceinture de sécurité, mais ses bras ne fonctionnaient pas correctement. Tout semblait lointain et étrange. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Une douleur fulgurante lui traversa l'abdomen lorsqu'il se dégagea enfin des décombres. Quelque chose clochait en lui. Une hémorragie interne probablement. Il avait vu assez de bagarres de bar pour en reconnaître les signes. Les ambulanciers arrivèrent et chargèrent les 3 victimes de l'accident dans des ambulances. Alors qu'ils emmenaient Nolan vers le véhicule qui l'attendait, il aperçut Laurel soignée par une autre équipe médicale. Elle était consciente, l'appelant par son nom. Nolan. Nolan, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais il ne pouvait pas répondre. Les analgésiques faisaient effet et l'obscurité l'engloutit. Nolan oscilla entre conscience et inconscient pendant les 48 premières heures. Opération pour réparer une hémorragie interne. Saignement, côte cassée, possible atteinte hépatique. Le médecin parlait à voix basse devant sa chambre, employant des termes comme pronostic critique et incertain. Lorsqu'il se réveilla enfin suffisamment pour réfléchir, la première chose qu'il entendit fut la voix de Laurel dans le couloir. « Est-ce vraiment grave ?» demanda-t-elle à quelqu'un. « Les blessures internes sont graves », répondit une voix d'homme. Dr Morrison, personne ne le reconnut. Son foie avait subi des dommages importants. Il y a un risque réel qu'il ne guérisse pas correctement. Qu'est-ce que cela signifie? Si le foie est complètement défaillant, il aura besoin d'une greffe. Sinon, quoi? Sinon, Madame Granger, votre mari mourra. Silence an instant. Puis Laurel reprit la parole. Et ces mots glacèrent le sang de Nolan. S'il devait mourir de toute façon, ne pourriez-vous pas prendre son foie pour Kellen? Kellen ne survivra pas sans un
Madame Granger, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous insinuez. Je dis que si mon mari est mourant et que Kayla a besoin d'une greffe du foie. Pourquoi? On ne peut pas utiliser celui de Nolan? Ils sont probablement compatibles. La voix du docteur Morrison devint embarrassée. Le don d'organes ne fonctionne pas comme ça. Votre mari devrait être déclaré en état de mort cérébrale, et même dans ce cas, nous avons besoin de son consentement préalable ou de l'autorisation de sa famille. Il a signé quelque chose lors de notre mariage, une directive médicale. Il m'a dit que je pouvais prendre des décisions s'il ne le pouvait pas. C'était un mensonge. Nolan n'avait jamais signé un tel document. Même si c'était vrai, le docteur Morrison a dit « Je ne pourrais pas autoriser le prélèvement d'organes sur un patient vivant. » Mais s'il doit mourir de toute façon, Madame Granger, ce que vous suggérez est très irrégulier, et franchement, on dirait que vous privilégiez le bien-être d'un autre patient à celui de votre mari. Des pas se sont approchés. Une autre voix, plus âgée, féminine. Nolan a reconnu la députée Parish, la mère de Laurel. Docteur, ma fille est désemparée. Elle n'a pas les idées claires. Bien sûr que non, Madame Parish. C'est une période très difficile. Ce qu'elle essaie de dire, c'est que si l'état de Nolan est désespéré, nous devrions peut-être envisager des mesures de réconfort. Il ne voudrait pas souffrir inutilement. Vous voulez dire des soins palliatifs? Je veux dire tout ce qui mettrait fin à ses souffrances au plus vite. Le pauvre homme a traversé tant d'épreuves. Et si ses organes pouvaient aider quelqu'un d'autre à vivre? Nolan s'est forcé à rester parfaitement immobile, respirant lentement et régulièrement. Il pensait qu'il était inconscient. Il parlait de le tuer. J'aurais besoin de voir les documents attestant de ses volontés, a dit le docteur Morrison. Directive anticipée, testament de vie, ce genre de choses. Bien sûr, député. Dit-il doucement. Laurel les apportera demain. Après leur départ, Nolan resta allongé, les yeux rivés sur le plafond. Sa femme, la femme qu'il aimait depuis 7 ans, celle qu'il avait épousée, pour laquelle il avait travaillé, protégé, projetait de le tuer pour sauver son amant. La trahison dans leur chambre avait fait mal. Au-delà de la douleur, c'était devenu quelque chose de plus sombre et de plus permanent. C'était une limite franchie, irrémédiable. Dana Tran était infirmière depuis 6 ans, dont 3 en soins intensifs. Elle avait vu des familles prendre des décisions difficiles concernant le maintien en vie, le don d'organes et les soins palliatifs. Mais quelque chose dans l'affaire Granger la trahissait. On lui avait assigné un service de nuit pour Nolan lorsque son état s'était stabilisé. Lors de sa tournée, elle avait entendu Madame Granger et sa mère discuter des formalités administratives à remplir. Des directives médicales anticipées qui leur permettraient de prendre des décisions concernant ses soins. Le problème était qu'il n'y avait aucun document de ce genre dans le dossier médical de Nolan. Dana consulta son dossier sur ordinateur. Informations d'assurance standard, contact d'urgence, antécédents médicaux de base, pas de testament de vie, pas d'inscription au registre des donneurs d'organes, pas de procuration. Pourtant, Madame Granger avait été très précise quant aux volontés de son mari. À 3 heures du matin, Dana fit sa tournée. Monsieur Drapé, l'autre victime de l'accident, dormait paisiblement dans la chambre 314. Ses blessures étaient graves, mais ses jours n'étaient pas en danger. Madame Granger était assise à côté de son lit, lui tenant la main. Moi, dans la chambre 318, Nolan Granger gisait immobile, branché sur des moniteurs qui émettaient des bips continus. Ses signes vitaux étaient stables et en amélioration. En fait, le test de la fonction hépatique effectué plus tôt dans la journée montrait une amélioration significative. Mais lorsque le docteur Morrison s'entretint avec Madame Granger, il lui brossa un tableau bien plus sombre. Dana nota dans son carnet personnel un point à aborder avec l'infirmière responsable le lendemain matin. Le lendemain après-midi, Madame Granger arriva avec une chemise en papier craft. Elle se dirigea directement vers le poste des infirmières et exigea de parler au docteur Morrison. « J'ai les documents que vous avez demandés, » annonça-t-elle. « Les directives médicales anticipées de mon mari. » Dana jeta un coup d'œil. Tandis que Madame Granger étalait plusieurs documents sur le comptoir, quelque chose semblait étrange dans les signatures. L'écriture était trop nette, trop uniforme, comme si quelqu'un s'était entraîné à imiter la même signature plusieurs fois. Quand avait-il signé ces documents? Demanda le docteur Morrison. L'année dernière,
après la mort de son père. Il avait clairement indiqué ne pas vouloir être maintenu en vie par des machines. Un autre mensonge. D'après son dossier, le père de Nolan était décédé 15 ans auparavant. Il était en famille d'accueil depuis l'âge de 12 ans. Dana s'excusa et entra dans le placard à fournitures, sortant son téléphone. Elle prit plusieurs photos des documents par la porte, veillant à bien saisir les signatures. Puis elle se rendit dans la chambre 318 pour prendre des nouvelles de son patient. Nolan était éveillé depuis 12 heures, feignant l'inconscience. Les analgésiques contribuèrent à vendre la comédie. Sa respiration restait profonde et régulière. Ses muscles étaient détendus, mais son esprit était vif et concentré. Il avait entendu la conversation sur les faux documents. Il avait écouté Laurel exprimer ses souhaits au docteur Morrison. Il avait même entendu sa mère lui conseiller de dire quoi dire. Lorsque l'infirmière de nuit entra dans sa chambre pour la prise de ses signes vitaux à 20 heures, Nolan prit une décision. « Aidez-moi » murmura-t-il, les lèvres à peine relâchées. Dana se figea, son stéthoscope à mi-chemin de sa poitrine. « Monsieur Granger, êtes-vous réveillé » Il feignit d'être inconscient. « Ils essaient de me tuer. » Dana jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, puis se pencha plus près. « Qui essaie de vous tuer ?»« Ma femme. »« Sa mère. »« Ils veulent mon foie pour son petit ami. » C'est une accusation très grave. Les documents qu'elle a apportés aujourd'hui sont falsifiés. Je n'ai rien signé. Le visage de Dana pâlit. Comment savez-vous pour ces documents? Je les ai entendus parler. Ils pensent que je suis en train de mourir. Ils veulent prélever mes organes. Dana recula, digérant ce qu'elle avait entendu. Monsieur Granger, si ce que vous dites est vrai, c'est vrai. Vérifiez les signatures avec mon assurance. Documents. Vérifiez mon dossier médical. Je n'ai jamais eu de père décédé l'année dernière. Dana sortit un petit bloc-notes et un stylo. Pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez entendu? Pendant les 20 minutes qui suivirent, Nolan raconta chaque conversation qu'il avait surprise. Dana nota tout, son écriture devenant plus frénétique à mesure que l'ampleur du complot devenait évidente. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-elle finalement. « Aidez-moi à le prouver. Rassemblez des preuves. Enregistrez-les si vous pouvez. Je pourrais perdre mon emploi. Peut-être être poursuivi au pénal si je suis surprise à enregistrer les familles de patients sans leur consentement. Ils projettent de me tuer. Cela prime sur la politique de l'hôpital. » Dana le regarda un long moment. « D'accord, mais nous avons besoin d'aide. Quelqu'un d'autoritaire qui puisse agir sur la base de cette information. Mon employé, Seth, me connaît mieux que quiconque. Il saura que je ne signe jamais ces documents. Pouvez-vous lui confier ma vie? » Literalment. Dana hocha la tête. « Je le contacterai demain, mais vous devez continuer à faire semblant d'être inconscient. S'ils soupçonnent que vous les entendez, ils finiront le travail plus vite. » Cette Carroway était venue à l'hôpital tous les jours depuis l'accident, mais les infirmières n'autorisaient que les membres de sa famille à entrer en soins intensifs. Il était resté coincé dans la salle d'attente, fou d'inquiétude pour son patron et ami. Lorsqu'une infirmière nommée Dana Tran l'aborda jeudi après-midi, il pensa qu'elle lui apportait de mauvaises nouvelles. « Monsieur Carroway, je dois vous parler en privé de Nolan Granger. » Le cœur de Seth se serra. « Vraiment? Il est vivant, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Dana le conduisit dans un coin tranquille de la cafétéria de l'hôpital et lui expliqua tout. Le visage de Seth passa de l'inquiétude à la confusion, puis à la fureur tandis qu'elle parlait. « Cette sorcière menteuse, dit-il lorsque Dana eut terminé. Nolan ne signerait jamais un truc pareil. Il ne fait confiance ni aux avocats, ni aux médecins, ni à la paperasse. Il dit toujours que s'il ne peut pas gérer quelque chose lui-même, il n'a pas besoin qu'on s'en occupe. Donc, les documents sont bel et bien falsifiés. Absolument. Et son père n'est pas mort l'année dernière. Son père est mort quand Nolan avait 12 ans. Accident de voiture. C'est comme ça qu'il a fini en famille d'accueil. » Dana hocha la tête. « Cela confirme mes soupçons. Mais il nous faut plus que des soupçons pour arrêter ça. Quel genre de preuves? Des enregistrements de Madame Granger et de sa mère. La preuve qu'il complote pour mettre fin à ses jours pour de mauvaises raisons. » Seth se pencha. Je peux aider. Je travaille tout le temps avec de l'électronique. Du matériel audio, des caméras de sécurité, ce genre de choses.
Il faut que ce soit légal. Rien qui puisse être rejeté au tribunal. Et s'il consent à être enregistré, vous savez, à des fins médicales? Dana irreflexit. Les réunions de famille sont parfois enregistrées. Pour s'assurer que tout le monde comprenne les plans de traitement. Si je suggérais cela, il ne soupçonnerait rien d'inhabituel. C'est risqué. S'il réalise ce que nous faisons, mon patron meurt et il s'en tire impunément. La voix de cette devint dure. Je ne laisserai pas faire ça. Ils ont passé 1 heure à planifier. Dana organiserait une réunion de famille pour discuter des soins de Nolan. Cette fournirait du matériel d'enregistrement déguisé en appareil médico-standard. Il recueillerait suffisamment de preuves pour prouver le complot, puis remettrait le tout à la police. Il y a encore une chose, dit Dana alors qu'il s'apprêtait à partir. Nolan veut que vous sachiez qu'il est réveillé. Il est conscient depuis des jours, il écoute tout, mais il doit continuer à faire semblant jusqu'à ce que nous ayons des preuves. Cette sourit pour la première fois depuis 1 semaine. Quel teto. Bien sûr qu'il fait semblant. La réunion de famille était prévue pour vendredi après-midi. Le docteur Morrison, Dana, Laurel, MNA et une assistante sociale discuteraient des options de soins de longue durée pour Nolan. Seth avait installé un petit enregistrement. Des appareils à 2 endroits, l'un dans un faux moniteur médical, l'autre dans une boîte de mouchoirs sur une table de conférence. Laurel est arrivée tôt, vêtue de noir, comme si elle pleurait déjà son mari. MNO portait une robe coûteuse qui détonnait dans la salle de conférence terne de l'hôpital. Avant de commencer, le docteur Morrison a déclaré « Je dois préciser que cette réunion est enregistrée pour les dossiers médicaux. Tout le monde y consent. » Bien sûr, a ajouté Laurel, nous voulons que tout soit correctement documenté. Dana a activé le système d'enregistrement, levant discrètement le pouce à 7 par la fenêtre d'observation. Madame Granger, a commencé le docteur Morrison, l'état de votre mari s'est nettement amélioré ces derniers jours. Sa fonction hépatique se rétablit beaucoup plus vite que prévu. Le visage de Laurel s'est amélioré. Mais hier, vous avez dit que son état était incertain. Les examens d'aujourd'hui montrent des progrès remarquables. Il y a de fortes chances qu'il se rétablisse complètement. Mais qu'en est-il des lésions hépatiques? A interpel MNA. C'est sûrement permanent. Pas nécessairement. Le foie est remarquablement résistant. Monsieur Granger est suffisamment jeune et en bonne santé pour que l'on puisse espérer une régénération complète des tissus endommagés. Laurel et sa mère échangèrent un regard. Ce n'était pas la nouvelle qu'elle souhaitait entendre. Le docteur MNA dit prudemment, « Ma fille a apporté les directives médicales de son mari. Il était très clair, il ne voulait pas de mesures extraordinaires si sa qualité de vie devait être irrémédiablement altérée. Madame Parish, la qualité de vie de votre gendre ne devrait pas être altérée du tout. Il se rétablira probablement complètement. Mais les documents ont été rédigés sur la base d'un scénario différent, dit fermement le docteur Morrison. Monsieur Granger a exprimé des souhaits concernant des conditions terminales. Ce n'est pas une condition terminale. La voix de Laurel devint sèche. Comment en être sûr? Et si vous vous trompiez? Et s'il souffrait de lésions cérébrales ou devenait un légume? Rien n'indique une lésion cérébrale. Madame Granger, ses réactions neurologiques sont normales. Des réactions. Il est inconscient depuis plusieurs jours. Les patients inconscients présentent encore des réflexes, une activité cérébrale et des réactions aux stimuli. Les examens de votre mari indiquent une fonction cérébrale normale. Dana observa attentivement le visage de Laurel. La femme semblait presque déçue que son mari puisse survivre. Étage M drapé? Demanda Soudain Laura. Le foie de Kellen était également endommagé. Il a besoin d'une greffe. Les blessures de Monsieur Drapé sont moins graves qu'on ne le pensait initialement. Sa fonction hépatique s'améliore également, mais si elle ne s'améliore pas, s'il a besoin d'un donneur, Madame Granger, interrompit le docteur Morrison. Je ne comprends pas pourquoi vous posez des questions sur les soins d'un autre patient. Mna intervint enduceur. Kellen est une amie de la famille. Laurel se soucie naturellement de tous ceux qui ont été blessés dans l'accident. Je comprends, mais je ne peux pas discuter des informations médicales d'autres patients, même avec des amis de la famille. Laurel a essayé une autre approche. Docteur, et si mon mari souhaitait expressément que ses organes soient donnés? Et si c'était plus important pour lui que son propre rétablissement?
Le docteur Morrison la fixa du regard. Madame Granger, insinuez-vous que votre mari préférerait mourir pour que ses organes soient prélevés? Je dis que c'est un homme généreux. S'il pouvait sauver la vie de quelqu'un en mourant inutilement. Ce n'est pas de la générosité, Madame Granger. C'est du suicide. Le silence retomba dans la salle. Dana vit Laurel se rendre compte qu'en insistant trop, elle révélait trop de ses véritables motivations. Bien sûr que non, dit rapidement MNA. Laurel est simplement désemparée. Elle n'a pas les idées claires. Je pense que cette réunion est terminée, dit le docteur Morrison en se levant. Madame Granger, je vous suggère de vous concentrer sur le rétablissement de votre mari plutôt que sur les scénarios catastrophes qui ne sont pas compatibles avec son état actuel. Après leur départ, Dana récupéra les enregistreurs. Chaque mot avait été clairement enregistré. Seth avait également réussi à photographier les faux documents lorsque Laurel les avait laissés sans surveillance sur la table de conférence. Ça suffit, lui dit Dana. Tom appela la police. Mais d'abord, elle devait dire à Nolan ce qu'ils avaient découvert. Et elle avait une nouvelle qui allait tout changer, cachée dans le sac à main de Laurel. Seth avait repéré des relevés bancaires et des relevés de virement. Le complot ne visait pas seulement à sauver la vie de Kellen. C'était aussi une question d'argent. Laurel avait vidé leurs comptes joints, transférant des fonds sur des comptes privés auxquels elle seule avait accès. Si Nolan mourait, elle hériterait de tout et disparaîtrait avec son amant. Ce n'était pas une simple tentative de meurtre. C'était une fraude à grande échelle. Lorsque Dana partagea cette information avec Nolan lors de ses rondes nocturnes, elle vit quelque chose changer dans son regard. La dernière trace d'amour pour sa femme s'éteignit, remplacée par une détermination sans faille. « Appelez la police », dit-il doucement. « Il est temps d'en finir. » L'inspectrice Avery Goss était policière depuis 22 ans. Elle avait vu des conflits conjugaux, des fraudes à l'assurance et même quelques affaires de meurtre à gages. Mais l'affaire Granger était unique par son audace. Dana Tran et Seth Carroway lui avaient apporté des enregistrements audio, des faux documents, des dossiers financiers et des témoignages médicaux qui dressaient un tableau clair d'un complot. Les preuves étaient solides, mais elles le seraient encore plus s'ils parvenaient à prendre les conspirateurs en flagrant délit. « Voici ce que nous allons faire », expliqua l'inspectrice Goss à Dana et Seth. Monsieur Granger se réveillera demain matin, mais il prétendra être amnésique, sans aucun souvenir de l'accident ni des événements qui l'ont précédé. « Est-ce que ça marchera ?» demanda Seth. Madame Granger se croira en sécurité. Si son mari ne se souvient pas d'avoir découvert la liaison, elle pourrait croire pouvoir manipuler la situation à son avantage. Dana hoka la tête. Et le don d'organes. Engel? On va mettre en place un scénario où elle devra à nouveau signer des formulaires de consentement, mais cette fois, tout sera enregistré avec l'autorisation de la police, et si elle ne mord pas à l'hameçon, sourit l'inspecteur Goss d'un air sombre. Croyez-moi, elle mordra à l'hameçon. Les gens comme ça en font toujours trop. Le lendemain matin, Nolan reprit connaissance en présence de plusieurs témoins. Le docteur Morrison, Dana et un policier déguisé en administrateur d'hôpital étaient tous présents lorsqu'il ouvrit les yeux. « Où suis-je » demanda Nolan d'une voix faible et confuse. « Vous êtes à l'hôpital, monsieur Granger » dit le docteur Morrison. « Vous avez eu un accident de voiture. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé » Nolan regarda autour de lui, l'air vide. « Accident de voiture ? Je ne m'en souviens pas. Quel jour sommes-nous ? Jeudi. Monsieur Granger, vous êtes inconscient depuis presque une semaine. Une semaine ? Nolan essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur dans les côtes. Où est ma femme ? Laurel va bien ? Le docteur Morrison et Dana échangèrent un regard. La performance était convaincante. Votre femme va bien. Elle est là tous les jours à attendre votre réveil. J'ai besoin de la voir. Je ne me souviens plus. Tout est si flou. En moins d'une heure, la nouvelle s'est répandue que Nolan était réveillé. Laurel arriva avec MNA. Tous deux arboraient une expression de joie et de soulagement qui n'atteignait pas leurs yeux. Nolan. Laurel se précipita à son chevet et lui prit la main. Dieu merci, tu vas bien. J'avais tellement peur de t'avoir perdu, Laurel. Nolan la regarda comme s'il essayait de se souvenir de son visage. Je suis désolé. J'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Le médecin dit que c'est normal après un traumatisme crânien. Vous ne vous souvenez pas de moi ? Je me souviens de vous. Pour ma femme.
Mais tout le reste est flou. Laurel lui serra la main. Ce n'est rien, mon chéri. L'important, c'est que tu sois en vie. On va surmonter ça ensemble. Maman Esavanka. Nolan, mon cher, nous sommes tellement reconnaissants que tu ailles bien. Madame Parish, n'est-ce pas? La mère de Laurel. C'est vrai. Et je veux que tu saches que nous nous sommes occupés de tout pendant ton inconscience. Toutes les décisions médicales, les papiers d'assurance, tout. Nolan hocha la tête avec gratitude. Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous deux. Pendant les 2 jours qui suivirent, Laurel lui rendit visite sans cesse. Elle lui raconta des anecdotes sur leur vie commune, éliminant soigneusement toute allusion à des problèmes de mariage. Elle lui dépeignit le portrait d'un couple dévoué, parfaitement heureux jusqu'au tragique accident. Nolan joua le jeu à la perfection, posant des questions innocentes qui permirent à Laurel de se creuser la tête. « Qu'est-il arrivé aux autres personnes impliquées dans l'accident » demanda-t-il. Lors d'une visite, une autre voiture était impliquée, un homme nommé Kellen. Il était grièvement blessé. « Est-ce que je le connais » Laurel hesita. C'est un ami à moi. On traînait tous ensemble avant l'accident. Tous. Oui. Nous étions juste socialisants et puis il y avait une sorte d'argument et tout le monde s'est fâché et les gens ont commencé à conduire imprudemment. Chaque mensonge a été enregistré par l'équipement de surveillance que le détective Goss avait installé dans la pièce. Cela lundi matin, le docteur Morrison a approché Laurel avec des nouvelles inquiétantes. « Madame Granger, je dois discuter de l'état de votre mari avec vous. Nous avons découvert quelques complications. » Le visage de Laurel s'est pâle. Quel genre de complications? Saignement interne que nous avons manqué au départ. Son foie se détériore plus rapidement que nous ne le pensions. Nous devrons peut-être envisager des options de traitement agressives, comme quoi? Potentiellement une greffe de foie. Mais étant donné la pénurie d'organes donateurs et son état actuel, la liste d'attente pourrait être des mois ou des années. Laurel a essayé de sembler dévastée. Mais Dana pouvait voir le calcul dans ses yeux. Qu'en est-il de l'utilisation d'un foie de quelqu'un qui est déjà en train de mourir, quelqu'un qui a été déclaré mort du cerveau? Ce serait certainement plus rapide, a déclaré avec soin le docteur Morrison. Si nous avions un donateur compatible, que se passe-t-il si le donateur était quelqu'un que nous connaissions? Quelqu'un qui avait déjà exprimé des souhaits de donner ses organes. Madame Granger, pensez-vous à quelqu'un de spécifique? Eh bien, il y a Kellen, l'homme de l'autre voiture. Il empire, n'est-ce pas? Le docteur Morrison a parfaitement joué son rôle. L'état de Monsieur Drapé s'est considérablement détérioré. Sa famille envisage des options de fin de vie. Et s'il voulait donner son foie à mon mari comme un moyen de compenser la cause de l'accident? Ce serait incroyablement généreux. Mais nous avons besoin d'un consentement documenté de Monsieur Drapé ou de sa famille. Je pourrais leur parler, les convaincre que c'est la bonne chose à faire. Le Dr. Morrison secoua la tête. Madame Granger, je crains qu'il y ait eu un malentendu. Le groupe sanguin de votre mari est au négatif. Monsieur Drapé est B positif. Ils ne sont pas compatibles pour le don d'organes. Le visage de Laurel est tombé. Puis son expression a changé, redevenant calculant. Et l'inverse? Mon mari peut-il faire un don à Kellen? Théoriquement, oui. Au négatif est un donneur universel. Mais votre mari ne meurt pas, Madame Granger. Son état est grave, mais pas terminal. Mais que se passe-t-il s'il devient terminal? Et s'il prend un tour pour le pire? Ensuite, nous suivons des protocoles standards pour le don d'organes. Avec un consentement et une autorisation médicale appropriée, il a déjà donné son consentement. Les documents que je vous ai apportés, Madame Granger, je dois être honnête avec vous. Ces documents ont des irrégularités qui sont signalées par le service juridique. La voix de Laurel devient tranchante. Quel genre d'irrégularité? Les signatures ne correspondent pas à d'autres échantillons dans le dossier de votre mari. Les dates ne s'alignent pas avec les antécédents médicaux de votre mari, et la langue est incompatible avec les modèles de volonté de vie standard. Tu m'appelles un menteur? Je dis que nous avons besoin de vérification avant de pouvoir agir sur ces documents. Le détective Goss a choisi ce moment pour entrer dans la pièce avec son uniforme de police. Madame Granger, je suis détective Goss. Je dois vous poser des questions sur les documents que vous avez soumis concernant les soins médicaux de votre mari. Laurel est devenu blanc. Questions?
Quel genre de questions? Questions sur la contrefaçon, la fraude et le complot pour commettre un meurtre. Le procès a duré 3 semaines. Le détective Goss avait construit une affaire étanche avec des enregistrements audio, des documents forgés, des dossiers financiers et des témoignages de témoignages selon lesquels l'avocat de la défense de Laurel a tenté de discuter de la détresse émotionnelle qu'elle avait été traumatisée par l'accident et ne pensait pas clairement. Mais les preuves ont montré une préméditation prudente. Les documents falsifiés avaient été créés avant même que Nolan ne se réveille. Les transferts financiers avaient commencé des semaines avant l'accident. La paroisse MNA a été inculpée en tant qu'accessoire. Ses antécédents infirmiers ont rendu les accusations de fraude médicale plus graves et ses déclarations enregistrées sur le fait que Nolan soit un fardeau a détruit toute réclamation de confusion innocente. Kellen Drapé a fait face à des accusations de conduite imprudente, d'agression et de complot. Son avocat a tenté de prétendre qu'il avait été manipulé par Laurel, mais une conversation enregistrée a montré qu'il avait été un participant impatient au plan visant à éliminer Nolan. Les preuves les plus dommageables sont venues des propres mots de Laurel. Au cours de la réunion de la famille, elle priorie clairement la vie de Kellen sur celle de son mari. Dans les conversations avec sa mère, elle a discuté de la quantité d'argent qu'elle hériterait si Nolan était décédé. Les femmes et les messieurs du jury, le procureur a déclaré dans son argument de clôture, cette affaire ne concerne pas un mariage mal tourné. Il s'agit de calculs par froid. La défendresse n'a pas simplement trahi la confiance de son mari. Madame Granger, a-t-elle dit lors de la condamnation, j'ai vu de nombreux crimes motivés par la passion, le désespoir et le mauvais jugement. Mais vos actions représentent quelque chose de bien plus dérangeant. Une absence complète d'empathie humaine. Votre honneur, mon client a montré des remords. A-t-elle? Le juge Hernandez a coupé l'avocat de la défense parce que ce que je vois, c'est quelqu'un qui se sent désolé pour elle-même, pas quelqu'un qui regrette d'essayer d'assassiner son mari. Le juge a condamné Laurel à 11 ans de prison d'État pour complot, a tenté une fraude médicale, une fraude financière et une contrefaçon. Kellen a reçu 5 ans pour une mise en danger téméraire et un complot. MNA a obtenu une probation de 3 ans et une révocation permanente de ses titres de compétence en soins infirmiers 6 mois après le procès. Nolan Granger a rouvert son atelier de réparation automobile avec un nouveau nom, Stitch Steel Custom. Cette Carraway est devenue son partenaire officiel et ils ont embauché 2 mécanismes supplémentaires pour gérer l'entreprise accrue. La notoriété du procès avait attiré une attention inattendue. Les gens ont conduit d'autres villes pour faire travailler leur voiture par le mécanicien qui avait survécu au complot de meurtre de sa femme. Nolan a trouvé l'attention inconfortable, mais le revenu supplémentaire lui a permis d'étendre l'entreprise au-delà des réparations de base dans les travaux de restauration personnalisés. Dana TR s'est arrêtée de temps en temps, apportant parfois du café et des pâtisseries de la boulangerie dans la rue. Leur relation est restée soigneusement platonique. Tous deux ont compris que Nolan avait besoin de temps pour guérir de sa trahison. Mais il y avait la chaleur là-bas, une véritable amitié construite sur un traumatisme partagé et un respect mutuel. Vous pensez à nouveau à sortir ensemble? Demanda Seth un après-midi alors qu'il travaillait sur une Mustang de 1967. Pas encore, a déclaré Nolan, resserrant un boulon avec plus de force que nécessaire. Peut-être un jour. Dana est une bonne femme. Je sais qu'elle l'est. C'est pourquoi je ne la traînerai pas dans mon gâchis avant de me régler. Seth hoka la tête. Son patron avait toujours été simple sur les questions émotionnelles. Et le pardon. C'est à demander. Vous pensez toujours à visiter Laurel en prison? Vous essayez de faire des choses. Nolan a cessé de travailler et a regardé son partenaire avec une expression d'incrédulité complète. Travailler les choses? Seth. Elle a essayé de me tuer. Elle a forgé des documents, volé de l'argent et prévoyait de récolter mes organes alors que j'étais encore en vie. Vous pensez qu'il y a quelque chose à travailler là-bas? Certaines personnes pourraient dire que le pardon est bon pour l'âme. Certaines personnes sont des idiots. Nolan Wan est retourné à son travail. Le pardon est pour les erreurs, les accidents, les moments de mauvais jugement. Ce que Laurel a fait, c'est délibérer le mal. Vous ne pardonnez pas le mal. Vous vous assurez que cela ne peut plus jamais vous blesser. Façon froide de le regarder. Moyen réaliste de le regarder. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Quelques semaines plus tard, Nolan a reçu une lettre de la prison d'État.
Laurel avait écrit en demandant une visite, affirmant qu'elle voulait s'excuser et expliquer ses actions. Il a jeté la lettre à la poubelle sans la lire complètement. Dana l'a trouvée dans la boutique ce soir-là, travaillant tard sur un travail de pause. « Ça va ?» Elle a demandé. C'est-à-dire, vous sembliez bouleversé à propos de quelque chose. J'ai reçu une lettre de mon ex-femme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pour s'expliquer. Excuse her. Faites-moi comprendre pourquoi elle a essayé de me tuer. Dana était assise sur un tabouret voisin en le regardant travailler. Vous allez écrire? Rien à dire. Pas même pour lui dire ce que vous ressentez. Nolan leva les yeux de la rupture. Elle sait ce que je ressens. C'est pourquoi elle est en prison. Parfois, les gens ont besoin de fermeture. Dana. Sa voix portait un avertissement. Ah. Je ne dis pas que tu devrais lui pardonner. Je dis juste que peut-être en parler pourrait vous aider à passer à autre chose. Nolan a posé ses outils et l'a affronté directement. J'ai déménagé le jour où elle a été condamnée. J'ai continué quand j'ai ouvert la boutique avec Seth. J'ai continué quand j'ai décidé de construire une vie qui n'inclut pas les gens qui mentent, trichent, volent et essaient de me tuer. Je comprends, mais non, tu ne comprends pas. Vous voyez quelqu'un qui est blessé et vous voulez le réparer parce que c'est qui vous êtes. Mais je ne suis plus blessé. J'ai fini. Il y a une différence. Dana était calme un instant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous? Tu sais ce que je veux dire? Nous dansons autour de cela depuis des mois. Mais si vous êtes tellement fermé à la confiance à nouveau des gens, je vous fais confiance, a déclaré Nolan. Je fais confiance à Seth. Je fais confiance aux clients qui paient leurs factures et ne me ment pas. Nolan le considérait. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne suis pas prêt pour ça. Quand serez-vous? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Est-ce juste pour vous? Dana saurit tristment. Probablement pas. Mais je ne vais nulle part. Lorsque vous le découvrez, faites-le moi savoir. Après son départ, personne n'est retourné à son travail. Le travail de pause était précis, méthodique. Chaque pièce avait une fonction spécifique et si une pièce échouait, l'ensemble du système a échoué. Simple, fiable, prévisible, rien de tel que des relations humaines. Mais alors qu'il terminait la réparation et enfermait la boutique, Nolan a réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des mois, il a pensé à l'avenir au-delà de la simple survivre au présent. C'était peut-être un point de progression. 2 ans plus tard, Nolan a reçu la notification selon laquelle Laurel était admissible à la libération conditionnelle. La commission des libérations conditionnelles voulait savoir s'il avait une déclaration à faire sur sa libération potentielle. Il a envoyé un seul paragraphe. Laurel Granger a tenté de me tuer pour de l'argent et de la commodité. Elle a forgé des documents juridiques, commis une fraude et conspiré pour récolter mes organes pendant que j'étais en vie. Elle n'a jamais montré de remords authentique pour ses actions, uniquement de soi pour se faire prendre. Je crois qu'elle reste un danger pour quiconque lui fait confiance. Je m'oppose fortement à sa libération. La commission des libérations conditionnelles a nié sa demande. Nolan n'a plus jamais entendu parler de Laurel, mais à l'occasion du 3e anniversaire de l'accident, Dana est venue à la boutique après son passage à l'hôpital. Elle a trouvé Nolan dans son bureau en révision des factures. Travaillant tard, a-t-elle observé. Journée chargée. Vous vous souvenez de ce que c'est aujourd'hui? Jeudi. Nolan. Il leva les yeux de ses documents. Je me souviens. 3 ans depuis l'accident. 3 ans depuis que j'ai découvert ce que ma femme était vraiment. Que pensez-vous de cela? Reconnaissant. Reconnaissant. J'ai découvert quand je l'ai fait. Avant de perdre plus de temps sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Dana s'est assise en face de son bureau. J'ai pensé à ce que vous avez dit, à faire, à ne pas être prêt à faire confiance à quelqu'un de nouveau. Et je pense que vous vous mentez. Nolan haussa un sourcil. Comment oui? Vous me faites suffisamment confiance pour me laisser entrer dans votre espace lorsque vous êtes vulnérable. Vous faites assez confiance à Seth pour faire de lui votre partenaire. Vous faites suffisamment confiance à vos clients pour faire un travail honnête à des prix équitables. Vous n'êtes pas fermé. Vous êtes sélectif. Peut-être certainement. Et je pense que vous êtes prêt à être plus que sélectif. Je pense que vous êtes prêt à tenter une chance sur quelque chose de bien. Nolan a étudié son visage. Dana était patient depuis 3 ans. Ne poussant jamais,
jamais exigeant plus qu'il ne pouvait donner. Elle s'était tenue à côté du procès, à travers le rétablissement, à travers le long processus de reconstruction de sa vie. Que demandez-vous? Je demande si tu veux dîner avec moi. Pas comme des amis, pas comme des alliés qui ont vécu quelque chose de terrible ensemble, comme deux personnes qui pourraient vouloir construire quelque chose de nouveau. Nolan était silencieux pendant un long moment. Puis il atteignit son tiroir de bureau et sortit une petite boîte en velours. J'ai acheté cela il y a 6 mois, a-t-il dit, en le plaçant sur le bureau entre eux. Mais je ne savais pas si je l'achetais pour les bonnes raisons ou simplement parce que j'étais fatigué d'être seul. Dana regarda la boîte. Et maintenant je connais la différence. Il a ouvert la boîte, révélant une simple bague en diamant. Dana Tran, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Ils se sont mariés 8 mois plus tard lors d'une petite cérémonie au palais de justice. C'était le meilleur homme de Nolan. La sœur de Dana était sa demoiselle d'honneur. Personne du passé de Nolan n'a assisté. Après la cérémonie, ils ont conduit à la maison que Nolan avait construite avec Laurel, la maison où il a découvert sa trahison 3 ans et demi plus tôt. Tu es sûr à ce sujet? Demanda Dana alors qu'il se tenait dans le salon vide. C'est juste une maison, a déclaré personne. Les mauvais souvenirs appartiennent à des gens qui ne sont plus dans ma vie. La semaine suivante, ils ont emménagé ensemble. Dana a insisté pour repeindre chaque pièce, remplacer les meubles et changer les serrures. Au moment où elle a terminé, rien ne restait de la présence de Laurel Greer lors de leur premier anniversaire. Dana a demandé à Nolan s'il se demandait ce qui se serait passé s'il aurait pardonné à Laurel s'il avait essayé de régler les choses. Non, dit-il sans hésitation. Certaines personnes méritent des deuxièmes chances. Certaines personnes ne le font pas. Sachant que la différence est ce qui vous maintient en vie et heureux. Nolan a fait passer ses doigts le long de la cicatrice de son côté, un rappel permanent de la nuit, sa femme a essayé de le tuer. Une fois qu'il avait été une blessure, il les avait juste coupés en premier, et il avait prouvé qu'il avait survécu.